Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je me présente déjà, donc Guillaume Drouel, je suis coordinateur des projets d'action collective au sein d'IPC. Donc, avec toute l'équipe qui est autour de moi aujourd'hui, donc nous vous remercions de votre participation à ce webinaire qui sera consacré, donc, comme vous l'avez vu, aux enjeux, on va dire, d'une économie circulaire dans le monde du composite. Donc, pour introduire cette heure que nous allons passer ensemble, donc Yves Schmidt, qui est directeur du service relations clients, va aborder donc en premier temps les éléments contextuels qui constitueront, on va dire, la base de ce webinaire, éléments donc sociétaux, économiques et réglementaires, on va dire. Et puis donc avec Lydia Bouzidi et Damien Giraud, que je laisserai se présenter, nous allons voir comment justement mesurer, réduire et maîtriser les impacts environnementaux de vos produits, et ce pour chaque étape de leur cycle de vie. Nous verrons donc quelles solutions développées par IPC dans le cadre des actions collectives notamment vont vous aider à répondre finalement à toutes ces questions et vous permettre d'inscrire vos activités dans une stratégie de décarbonation. Puis nous finirons par un moment d'échange, pendant lequel nous vous invitons à ne pas hésiter à partager vos impressions et vos retours d'expérience. Juste pour une question de fonctionnement, donc sur votre droite, vous avez un menu déroulant avec des items, des onglets, et donc vous pouvez dans l'onglet questions poser, rédiger toutes les questions que nous traiterons donc normalement soit en cours, soit en fin de webinaire. Dernière chose, si vous deviez quitter le webinaire en cours ou si vous souhaitez le réécouter ultérieurement, pas de problème. Sachez qu'il est enregistré et que le lien du replay vous sera communiqué immédiatement après la fin du webinaire. Dernière chose, donc la présentation qui est sous vos yeux est disponible, vous pouvez la télécharger, elle est dans le menu de droite en bas dans documents à distribuer, vous pouvez la récupérer à cet endroit-là. Voilà, pour ma part, je vais laisser la parole à Yves pour justement une introduction contextuelle de ce webinaire. Merci. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi ce webinaire sur la thématique de la réduction de l'empreinte environnementale des produits composites? Voilà, je commencerai par un constat. On a le contexte environnemental actuel qui fait que l'industrie au sens large doit travailler sur la réduction de ses impacts environnementaux. Et on voit qu'il y a les marchés sont également en attente sur ces questions environnementales. On le voit de plus en plus. Mais quand on parle de marché, il y a les donneurs d'ordre, mais il y a aussi les citoyens qui sont au bout, qui achètent les produits, qui posent de plus en plus de questions par rapport à l'impact environnemental des produits. Il y a des incitations réglementaires qui se mettent en place. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus en lien avec la plasturgie, mais les composites, on sent que ça arrive. Il y a des incitations qui ont commencé à arriver. Et on parle souvent de levier de décarbonation de l'activité des entreprises. Il y aura des REP qui vont être mises en place. Il y a des incitations européennes qui vont être mises en place. Donc, tout ça fait un contexte où aujourd'hui, les entreprises doivent évoluer et faire évoluer leurs produits. Alors, comme je disais, c'est que l'effort de la contribution de la transition écologique, elle est nécessaire dans l'industrie de la plasturgie des composites, et les entreprises doivent agir au niveau de leur activité, plus particulièrement au niveau de leurs produits. On sait aujourd'hui que dans une entreprise de plasturgie ou qui est dans la plasturgie, dans les composites, c'est souvent l'impact de leur activité est plutôt lié aux matières, aux produits qu'ils fabriquent, plutôt qu'à la consommation d'énergie. Et donc, afin d'accompagner les industriels du secteur dans cette transition qui est nécessaire, IPC, en fait, on vous propose des outils et des retours d'expérience qu'on a depuis un certain temps sur ces sujets-là. Alors, aujourd'hui, justement, on va aborder les notions d'éco-conception, parce que, donc adapté aux matériaux composites, on verra que cette approche elle est différente de ce qu'on peut avoir dans le secteur de la plasturgie.
Il y a des notions d'analyse de cycle de vie, parce qu'à un moment donné, faire de l'éco-conception, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'on évalue un peu les prises de décision qu'on a. Et notamment, on aura un petit focus sur l'outil C3R Impact, hein, l'outil développé par IPC, avec notamment son module composite spécifique au composite. Et puis, nous ferons également un petit focus sur les opportunités de l'intégration de matières recyclées dans un produit composite. On voit aussi, c'est aussi une des solutions, hein, c'est au lieu d'utiliser des matières vierges, c'est pour pouvoir voir le potentiel de réutilisation des matières qui ont été mises sur le marché et voir comment on peut retravailler dessus. Donc, on fera notamment un focus sur le réemploi des fibres de carbone. Donc, voilà, ce contexte. Donc, c'est aussi, voilà, l'idée, c'est que il y a un contexte qui incite les industriels à évoluer dans leurs pratiques. Et aujourd'hui, c'est qu'on vous présente, donc je vais laisser les différentes solutions que l'on a développées ces dernières années. Et donc, je vais laisser la parole à Lydia Bouzidi et Damien Giraud qui vont revenir en plus en détail sur ces différentes notions que sont l'éco-conception, l'analyse des cycles de vie, l'utilisation de matières recyclées. Et je leur laisse maintenant la main. Merci Yves. Donc effectivement, pour reprendre un peu plus en détail ce que disait Yves, aujourd'hui on se trouve dans une situation avec des enjeux environnementaux très nets. Tout d'abord, les activités humaines, c'est pas un secret, présentent des conséquences qu'on classifierait de multi-impacts sur l'environnement. C'est-à-dire que, outre l'émission de gaz à effet de serre, on se retrouve exposé à différents effets sur l'environnement, comme la raréfaction des ressources planétaires, l'émission de particules fines, de différentes pollutions, ou la destruction ou la pollution des habitats au sens large. En parallèle de ça, Lydia, si tu peux, voilà, merci. Pour faire face un petit peu aux impacts des activités humaines sur l'environnement, il y a une gouvernance qui se met en place au niveau européen et au niveau français, avec des objectifs ambitieux, mais qui présentent certaines limites. C'est-à-dire que dans beaucoup des réglementations actuelles, ce qui draine finalement les objectifs sont la diminution, la décarbonation, la diminution de CO2, qui reste une évaluation monocritère, donc c'est-à-dire s'attarder que sur ce simple effet, si je peux dire, peut présenter ce qu'on appellerait des transferts d'impact, améliorer, enfin réduire les émissions de CO2 peut transférer vers la dégradation, l'augmentation de la consommation d'eau potable, par exemple, ou la surcroît d'émissions de particules fines. Donc ça peut être une première limite. Et en parallèle de ça, les efforts se concentrent sur la fin de vie des produits avec le décret 3R. Donc, le décret 3R, récupérer, réparer, recycler, qui peut présenter aussi certaines limites, puisque dans le cadre de certaines filières, le décret 3R peut présenter des problèmes et des limites dès le premier R qui est récupéré, notamment dans les filières composites en France, puisque aujourd'hui, les filières de collecte sont très peu présentes. Et enfin, un point de vue, un contexte industriel assez large, où dans l'industrie en général, aujourd'hui, on fait face à des produits qui se complexifient de plus en plus. Les produits composites, malgré tous les avantages qu'ils présentent quand même certaines limites dans la séparabilité des produits, que ce soit la fibre ou la matrice, ou encore une fois, des éléments d'accastillage ou les fonctions qu'on pourrait apporter de manière complémentaire aux structures composites. Et également, l'image des composites qui peut freiner ou appauvrir finalement son dynamisme avec l'image de la toxicité, de la pollution et aussi de l'épuisement, encore une fois, des ressources qui sont tout simplement des effets multi-impacts. Et enfin, les filières qui sont contraintes par des réglementations ou challengées par des réglementations à des niveaux divers d'une filière à l'autre, notamment, comme l'a dit Yves tout à l'heure, avec l'apparition des REP qui va challenger ou dynamiser la fin de vie et la gestion en fin de vie des produits, mais qui d'une filière à l'autre peut présenter des disparités et filières dans lesquelles les composites peuvent représenter une part relativement faible et du coup passer sous le seuil radar des priorités des différentes industries. Donc, si on fait un résumé de ce bilan, de cet enjeu global, on a la nécessité, si on veut s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire que je définirai après ou d'éco-conception, c'est d'évaluer pas qu'un seul critère, mais l'ensemble des critères, d'être une évaluation multicritère pour bien calibrer et comprendre les impacts environnementaux de nos activités,
gérer en parallèle la prise en compte de toutes les fins de vie possibles et également, d'un point de vue industriel, considérer toutes les possibilités de conception en entrée, c'est-à-dire dynamiser des conceptions pour parfaire la stratégie technico-économique conventionnelle, mais aussi voir un peu plus loin que l'après-usage du produit, c'est-à-dire la fin de vie et comment l'inscrire potentiellement dans une seconde boucle. Alors, j'ai mentionné précédemment là, la notion d'économie circulaire. Alors, la notion d'économie circulaire, c'est un principe proposé par la Fondation Ellen MacArthur, mais pour laquelle aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de consensus scientifique pour définir ce que c'est que l'économie circulaire. On sait que c'est un principe qui s'oppose à la structure linéaire qui vise à extraire, produire, consommer, jeter. Mais si on avait besoin de la définir de manière universelle et avec consensus, on n'a pas de base. Nous sommes partis d'une définition d'un projet, d'une norme NFEN, dans laquelle l'économie circulaire est structurée selon 3 principes. La notion de flux circulaire ou de circularité, donc la notion de cycle de vie, d'une certaine manière. La notion d'économie financière, l'équilibre entre économie financière, croissance économique, économie de ressources, et le 3e volet qui serait la partie développement durable, dans laquelle on verrait les besoins environnementaux, dont on a parlé tout à l'heure, les besoins sociétaux aussi, et les notions de durée de vie. Donc, tous ces éléments-là, en fait, mis bout à bout, aujourd'hui, IPC traite chacun de ces éléments-là. Dans le cadre du webinaire, nous allons aborder les éléments qui sont représentés par une étoile jaune. Donc, on va vous parler de flux circulaire et d'ACV, on va parler recyclage et on va parler naturellement impact environnementaux. Mais de manière générale, essayer de répondre à chacune de ces questions-là, anticiper ces questions-là, c'est ça faire de l'éco-conception. C'est trouver les bonnes solutions pour cadrer au mieux les éléments qui composent l'économie circulaire. Alors, pour ce faire, Lydia, si tu peux passer là, merci. Voilà, Lydia, je te laisse la parole. Ouais. Merci Damien. Bonjour à tous. Avant de vous présenter les projets d'action collective portant sur les matériaux composites en général, je veux juste faire un petit rappel sur ce que c'est l'éco-conception, donc de quoi on parle quand on parle éco-conception. Donc on se base sur la norme ISO 14006 qui définit l'éco-conception comme étant une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans l'équation globale d'un développement d'une pièce, d'un produit ou d'un service, et si on parle de composite, donc d'une pièce composite quelconque. Donc c'est une approche dite multi-étapes parce que elle est considérée sur toutes les étapes de cycle de vie d'un produit. Elle est également considérée comme étant une approche multicritère dans le sens où on prend tous les aspects environnementaux, tous les impacts et tous les critères environnementaux, pas que le CO2, pas que la gestion des déchets, pas que les consommations de ressources, mais tout à la fois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre en place une démarche d'éco-conception dans le cadre où nous voulons, par exemple, éco-concevoir un produit qui est inexistant actuellement. Comment on peut mettre en place cette démarche pour réduire l'impact environnemental d'une pièce déjà existante. Donc, on a déjà une référence. Et pour ce, donc, on passe par 5 grandes étapes d'une démarche d'éco-conception. La première, donc, c'est l'identification des enjeux et du produit. Donc, dans cette première étape, le concepteur va aller identifier les enjeux environnementaux et économiques pour son entreprise. Pourquoi il veut mettre en place cette démarche d'éco-conception? C'est quoi ses objectifs? Et donc, il va venir choisir un produit qu'il veut éco-concevoir au final pour réduire son impact environnemental global sur tout son cycle de vie. Ensuite, la deuxième étape, qui est l'analyse environnementale de la pièce de référence, si elle est existante, bien évidemment. Donc, dans cette étape, le concepteur va venir quantifier de façon concrète l'impact environnemental qu'a son produit sur l'environnement.
Et pour ce, donc, il peut utiliser des outils, des méthodologies. Donc, la plus connue, c'est l'analyse de cycle de vie pour voir un peu quel facteur et quel élément est le plus impactant et sur quels critères. Ensuite, donc, nous avons la troisième étape qui consiste à rechercher des pistes d'éco-conception. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait qu'on aura quantifié l'impact environnemental de la pièce justement choisie, on vient donc rechercher et trouver des alternatives aux éléments les plus impactants. Je donne un exemple. On veut éco-concevoir, par exemple, une pièce composite à base d'époxy vert. On fait une ACV, que ce soit simplifié ou pas. Si on n'a pas réellement besoin de communiquer en externe, on peut faire une ACV simplifiée, tout simplement. Et donc, après avoir fait cette ACV simplifiée, on voit les éléments les plus impactants. Si on se rend compte, par exemple, que c'est la matrice qui est la plus impactante, on va venir rechercher des alternatives à la matrice époxy, donc des matrices qui sont à faible impact environnemental. Voilà. Ensuite, donc, il y a la quatrième étape qui est donc la priorisation des choix et la prise de décision. Donc, dans cette étape, on va venir un peu faire des choix. Par exemple, si durant l'étape 3, on a trouvé 10 solutions, 10 pistes d'éco-conception, là, on va venir décortiquer entre faisabilité technique et impact environnemental et le coût que ça va engendrer aussi pour l'entreprise. On va venir faire des choix. Sur quoi on veut se positionner. Et enfin, donc, nous avons la dernière étape qui consiste à réaliser une analyse environnementale comparative entre la pièce de référence, justement, au début, et la pièce éco-conçue. Et là, pour cette étape, justement, on va venir valider la pertinence de la démarche d'éco-conception qu'on a mis en place, vérifier qu'on a fait les bons choix quand on a choisi les pistes sur lesquelles on est allé. Et puis, ça nous permet également de vérifier qu'on n'a pas de transfert d'impact, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque part empiré les choses. Voilà. Et donc, je laisse Damien poursuivre avec l'ACV. Merci Lilia. Pour reprendre effectivement les notions d'ACV que tu as présentées, pour accompagner la profession des composites vers la possibilité de réaliser des ACV, IPC a précédemment travaillé depuis quelques années sur la question des ACV composites. Et après une étude des outils existants, le bilan a été de développer un outil d'ACV propre au composite. Donc, juste pour rappel, l'ACV, c'est un processus, une méthodologie qui est normalisée, donc selon l'ISO 14040, qui vise à évaluer les impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Il permet d'identifier donc les contributeurs, c'est-à-dire les éléments pris en compte dans le périmètre étudié qui auront la plus grosse contribution aux impacts environnementaux et tenter de trouver des alternatives pour diminuer ces impacts. Donc, C3R Impact, c'est le nom de l'outil développé par IPC pour accompagner, à mettre à disposition de la profession pour réaliser des ACV en autonomie. Donc, les résultats, indépendamment de la partie configuration, on peut modéliser une pièce. Donc, on peut prendre en compte dans la modélisation, bien sûr, les matériaux qui constituent le composite, le procédé de transformation, le procédé d'accastillage, de parachèvement, dirons-nous, les éléments additionnels qui pourraient être des inserts, des charges, les emballages, les transports, la fin de vie potentielle du produit, etc., etc. Et en fonction de tous les éléments que nous pourrions remplir, l'outil propose des résultats. Donc, les résultats sont divisés en deux parties. La première, c'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir accès au score unique. Le score unique, qui permet, en fait, c'est une agrégation des 16 indicateurs pris en compte dans le cadre de l'outil, donc les 16 indicateurs préconisés par l'Union européenne. Et ces 16 indicateurs-là, agrégés, finalement, le score unique va permettre, dans le cadre d'un comparatif, de savoir au sens large quel produit va être, d'un point de vue environnemental, meilleur que l'autre. C'est uniquement pour ça que l'affichage environnemental est utile. Si on veut avoir une démarche d'analyse environnementale efficace et pertinente,
il faut qu'on s'intéresse à la partie numéro 2 qui est présente sur la diapositive, où là, on va vraiment venir détailler et analyser la contribution par élément pris en compte dans le périmètre, la contribution de ces éléments-là à chaque indicateur environnementaux. À partir de là, on peut même faire une extraction vers Excel pour façonner et avoir un petit peu plus de détails. Donc là, à titre d'exemple, je vous propose qu'on étudie un pultrudé composite, dont l'objectif, quel que soit le pultrudé, donc on va comparer un verre époxy, un lin époxy et un carbone époxy. Tous les trois doivent tenir, et ça c'est l'unité fonctionnelle, ils doivent résister à une tenue en traction de 1500 kg. Donc bien sûr, fort des caractéristiques intrinsèques de chacune de ces fibres, on va obtenir une certaine quantité de matière à prévoir pour chacun des pultrudés. Et on va se rendre compte que cette quantité de matière-là, c'est la quantité de matière que l'on va venir modéliser dans l'outil d'ACV C3R Impact, et du coup calculer les indicateurs environnementaux par rapport à ces quantités de matière-là, et bien sûr le procédé. Et on se rend compte que finalement, sur le graphique radar en bas à gauche, quand on prend un lin pultrudé, on a souvent tendance à dire qu'aujourd'hui, faire de l'éco-conception, c'est prendre des produits biosourcés. Alors, c'est vrai dans une certaine limite. Alors, si on compare 1 kg de verre, 1 kg de lin, 1 kg de carbone, c'est vrai, le lin, il a une contribution au changement climatique, donc au niveau CO2, qui est moindre par rapport aux deux autres fibres. Par contre, quand on remet en perspective la quantité de lin à mettre pour tenir un cahier des charges, là, ça devient un peu différent et on se rend compte que le lin, finalement, c'est la pire fibre, la pire solution au niveau changement climatique pour cette étude et pour la plupart des autres indicateurs environnementaux. Donc, l'ACV et l'outil C3R, du fait qu'il soit didactique, on n'a pas besoin d'être un ACViste expert pour pouvoir s'en rendre compte, mais uniquement de connaître les quantités de matière et le procédé qu'on souhaite utiliser. Mais on se rend compte vite que finalement, une analyse fine multicritère, elle permet de casser un peu les idées reçues et de dire que finalement, le lin ou le biosourcé, ce n'est pas uniquement faire de l'éco-conception. Et si on veut aller un petit peu plus loin après par graphique, donc sur le graphique de droite, c'est une autre représentation en histogramme, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour chacun dans Excel, non, c'est bon Lydia, tu peux passer à la slide suivante, je te remercie. Ce qu'on observe en fait, c'est que là, on a chaque indicateur environnementaux présenté précédemment, mais détaillé pour chacun des constituants pris dans le périmètre. Et on se rend compte, par exemple, en haut à droite, au niveau du carbone époxy pultrudé, que finalement, il y a une prépondérance de gris. Et le gris correspond à la fabrication de la matière de la fibre de carbone. Et si on s'attarde au graphique qu'il y a en bas à gauche, le lin pultrudé, il y a une prépondérance de orange et de gris. Et le gris correspond à la fabrication du lin et le orange à l'approvisionnement du lin. Et là, du coup, on peut se poser des questions. On dit, en fait, oui, mon lin, en fait, il vient d'Inde. Peut-être qu'il serait intéressant de voir ce que ça donnerait si j'approvisionnais mon lin depuis la France. Voilà, donc c'est là un petit peu le genre d'accompagnement que peut proposer C3R Impact. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec une autre idée reçue. Nous nous étions attardés à savoir est-ce que finalement remplacer un composite thermodurcissable par un composite thermoplastique, c'est vraiment la bonne idée, parce qu'on dit souvent aussi le thermoplastique, c'est recyclable, donc allons-y. Alors, c'est recyclable, je le dis souvent, oui, mais en théorie, parce que si on veut recycler un produit, il faut d'abord qu'il soit acheminé correctement dans les bennes en fin de vie, et puis qu'une filière de collecte existe, et puis que les modalités de recyclage derrière soient robustes et industriellement viables en termes d'économie. Et donc, ça sous-entend aussi qu'il faut qu'il y ait, quand bien même j'arriverai à générer un gisement de matières premières recyclées disponible et stable dans le temps, il faut qu'aussi un marché soit disponible pour pouvoir l'utiliser. Donc, nous sommes concentrés sur cet exercice. Nous avions comparé une pièce en composite thermodure verre polyester classique faite au moulage au contact avec certaines propriétés mécaniques. Et nous nous sommes positionnés dans le postulat que, effectivement, aujourd'hui, une pièce thermodurcissable, on va dire que c'est pas recyclable si on compare à la définition qu'on donne au thermoplastique du fait de la réversibilité de la transformation. Donc, après un jeu de simulation numérique, nous avons pu, à partir des semi-produits vers quelque chose d'existant côté thermoplastique, définir un certain nombre de plis pour avoir une équivalence mécanique et répondre à la même unité fonctionnelle entre la pièce thermodure d'origine et la pièce thermoplastique. Donc, on s'est dit quels moyens on va avoir de recycler cette pièce et quelles applications on pourrait avoir de cette matière première recyclée. Donc, bien évidemment, une matière, là, on était sur du verre PET, donc les pièces que nous avions fabriquées, nous les avons broyées.
nous les avons ensuite compoundés, c'est-à-dire qu'on a mélangé les broyats issus de verre polyéthylène PET d'origine mixés avec du PET vierge, histoire de vérifier dans quelle mesure la dilution allait permettre d'optimiser à la fois la fabrication d'un compound et en même temps la capacité à drainer un maximum de ce qui est devenu un déchet composite. Ensuite, nous avons granulé ces compounds et nous avons fait des essais d'injection plastique avec ces nouvelles matières, avec cette nouvelle formulation issue de matières premières recyclées. Et en fait, nous nous sommes intéressés à maintenant que j'ai des granulés, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et il s'avère que le verre PET, finalement, en injection, ce n'est pas un produit qui est déjà très conventionnel. En l'occurrence, outre, il y a un matériau concurrent au PET qui est le PBT, qui lui est injectable, chargé de fibres de verre. Et il s'avère que le verre PBT, qui est un cousin du verre PET, est utilisé notamment pour fabriquer des bras d'essuie-glace. Donc nous, pour le jeu de l'exercice, nous nous sommes intéressés à la fabrication de bras d'essuie-glace avec la bonne quantité de matière et on s'est intéressé au coût. On a fait une étude de coût et on s'est dit, finalement, la quantité de matière évitée par l'usage de matières premières recyclées va nous faire diminuer le coût à la tonne de notre PET et on se rend compte que, quel que soit le tonnage produit, nous sommes sur un coût qui est globalement inférieur à une matière vierge à 100%. Donc les coûts, ils ont quelques années, ils ont deux ans maintenant, donc peut-être que voilà, les proportions ont dû bouger un peu, mais la tendance est là. Tu peux poursuivre, Lydia. Alors ensuite, voilà, on a prouvé la processabilité en fait du recyclage, ou du moins de transformer le déchet composite en une source, en une matière à mettre à disposition. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire l'étude environnementale en ACV des deux solutions. Donc nous, l'objectif, c'est qu'on part d'une pièce composite et l'objectif, c'est de fabriquer un bras d'essuie-glace. Ça, c'est le périmètre qu'on va dire avec la fin de vie. Avec la fin de vie, donc si on veut fabriquer un bras d'essuie-glace à partir d'une pièce en composite thermodure, on ne peut pas. En fait, la pièce en composite thermodure, en fin de vie, on va l'incinérer, on va récupérer de l'énergie, peu importe. Oui? Qui parle? La pièce va forcément être incinérée en fin de vie. Donc, si je veux fabriquer un bras d'essuie-glace, je vais repartir d'une matière 100% vierge issue donc de la technosphère. Si je fais un parallèle avec la pièce en thermoplastique, là, les choses sont différentes. La pièce, non seulement elle n'est pas incinérée, on va, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va la compounder, on va la diluer donc avec de la matière vierge pour fabriquer une pièce, le même bras d'essuie-glace. Et si on compare d'un point de vue environnemental, les deux possibilités. Tout d'abord, à gauche, les histogrammes de gauche. Donc, on est sur un ACV simplifié. L'histogramme de gauche nous montre le comparatif entre la solution thermodure en verre et thermoplastique en bleu, sans fin de vie. C'est-à-dire que je fabrique ma pièce d'origine en thermodure ou en thermoplastique et je l'envoie en incinération, qu'on soit en thermodure ou en thermoplastique. On ne prend pas en compte la fabrication du bras d'essuie-glace. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Alors, effectivement, il n'y a pas de binarité. C'est-à-dire que il n'y a pas de le thermoplastique est mieux que le thermodure ou le thermodure est mieux que le thermoplastique. C'est juste une question d'équilibre. Et en fait, on se rend compte que l'écart entre les deux ne nous permet pas de donner en fait une solution la plus vraisemblablement sobre au niveau environnemental. Il faut vraiment aller s'attarder à considérer la fin de vie du thermoplastique, donc sur le graphique de droite, pour essayer de prendre en compte le réel atout de la matrice du composite thermoplastique. Et là encore, les résultats, on est encore une fois sur du transfert d'impact. Donc aussi bien sans fin de vie, le thermoplastique, uniquement sur le changement climatique, l'histogramme de gauche sur les deux graphiques. Le thermoplastique sans fin de vie est pire que le thermodure. Et effectivement, si on prend en compte la fin de vie des produits pour fabriquer le bras d'essuie-glace et parce qu'on réutilise la matière première thermoplastique comme matière première recyclée, là, on va diminuer l'impact sur le changement climatique. Par contre, il y a beaucoup d'autres indicateurs pour lesquels la tendance va s'inverser. Donc, en fait, l'ACV et l'outil C3R Impact, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être expert composite pour aller identifier ce genre de conclusion. D'être expert en ACV pour identifier ce genre de conclusion, mais il permet quand même d'avoir un peu de clairvoyance sur
le bilan environnemental d'un système à modéliser et puis permet aussi de casser les idées reçues. Je le rappelle, faire de l'éco-conception, c'est pas que faire du biosourcé, et l'économie circulaire et la circularité, c'est pas uniquement recycler. Alors, évidemment, pour aider à aller un petit peu plus loin que les résultats de la CV, parce que finalement, moi, l'interprétation que je viens de vous en faire, c'est parce qu'on connaît un petit peu les composites et qu'on s'est attardé un petit peu au sujet. Mais finalement, on peut être un peu, on a du mal, même si on a une idée des plus gros contributeurs avec les graphiques que j'ai pu vous montrer, même si on sait que par exemple la matrice va être le plus gros contributeur ou le procédé, on a un peu du mal à hiérarchiser et à trouver en fait par contributeur les pistes qui seraient intéressantes à étudier pour tenter de diminuer l'impact. Dans ce cadre-là, avec Lydia, on est en train de travailler cette année sur le développement d'un outil d'éco-conception qui permettrait d'orienter les choix de conception composite pour l'intégrer dans une économie circulaire. Donc nous allons, et là je serai très bref et avec une slide qui présente ça, on aura des éléments un peu plus aboutis d'ici la fin de l'année. Nous allons donc à partir des résultats de la CV d'un système que vous pourriez modéliser. Vous allez renseigner la matière première, les différents accastillages, et puis plutôt que de proposer un procédé, de vous laisser la possibilité de renseigner le procédé, on va plutôt questionner sur le nombre de pièces à fabriquer, l'état de surface, est-ce qu'on est sur un corps creux, un profilé à section constante, etc., de telle sorte à ce que l'outil d'éco-conception propose à minima 3 procédés compatibles avec le cahier des charges et que pour chacun de ces procédés-là, on puisse avoir un comparatif très simple sur le bilan environnemental, le bilan sur la toxicité humaine, l'investissement économique qu'ils vont nécessiter, et qu'en fonction de l'affinité que vous auriez avec tel ou tel process, si vous voulez avoir du détail, le détail sera disponible en termes de contribution. Par exemple, si je compare un verre polyester en RTM ou en moulage au contact ou en pré-imprégné, et que je veux faire du pré-imprégné et le comparer à du RTM, vous pourrez consulter les deux et évaluer dans quelle mesure quel est le contributeur de l'un par rapport au contributeur de l'autre. Et en fonction des contributeurs identifiés, l'outil sera en mesure de vous proposer automatiquement des pistes qui vous permettront de réduire l'impact. Par exemple, si c'est la résine, on va vous parler de l'approvisionnement, de la formulation, des déchets, des chutes, et ainsi de suite. L'objectif étant, encore une fois, d'être le plus didactique possible et de vous accompagner au mieux dans les choix qui pourraient être les vôtres, à la fois lors d'une éco-conception ou lors d'une reconception de pièces. Voilà pour ma part sur cet élément-là. Je te laisse parler de la suite et de la revalorisation des déchets, Lydia. Oui, ça marche, merci Damien. Donc on a parlé jusqu'à maintenant d'éco-conception, d'ACV. Je vais à présent vous parler de la gestion des déchets, plus spécialement composite. Donc la gestion des déchets qui est l'un des 3 domaines d'action de l'économie circulaire, selon l'ADEME. Pour cela, donc, je vais vous présenter les principaux résultats d'un projet d'action collective qui a été mené donc, lors de l'année dernière sur la mise en œuvre de renforts recyclés, mais pas que. Donc, le travail est allé plus loin que ça. Donc ici, je vous remets juste quelques chiffres. Donc aujourd'hui, il y a environ 110 000 tonnes de pièces composites en fibre de carbone et 4,5 millions de tonnes de pièces à fibre de verre qui sont fabriquées en Europe chaque année. Donc il y a une forte demande en matériaux composites et cette forte demande justement a engendré un accroissement des volumes de déchets, dont environ 90% sont mis en décharge aujourd'hui, pour simple et bonne raison qu'il n'y a pas de filière de traitement spécifique à ce type de matériaux dits complexes. Donc, dans la gestion des déchets composites, comme vous pouvez le voir sur l'illustration en bas à gauche, on a la prévention, qui est la meilleure de toutes. Et puis après, on a la réutilisation, le recyclage, l'incinération, dans le meilleur des cas, avec production d'énergie. Et enfin, donc, on a la mise en décharge ou l'enfouissement. Ce projet-là a consisté donc à tester la réutilisation de fibres recyclées et à recycler également des déchets composites post-production. Il s'est donc
séparés en deux grosses parties. La première étant la revalorisation des chutes de renfort sec. Et donc, dans cette partie-là, nous avons essayé de reformer des tissus continus en assemblant des chutes de découpe, donc des tissus non imprégnés, des chutes de différentes dimensions, en les assemblant de 3 différentes manières. Donc, nous avons testé l'assemblage simple en n'utilisant rien du tout pour, entre les patchs. Donc, il suffisait juste de juxtaposer les patchs. Nous avons testé l'assemblage par collage. Et cette fois-ci, donc, on est venu coller un voile de surface à l'aide d'une colle en spray sur les jonctions où les patchs se rejoignaient. Et la troisième techno que nous avons testée, c'est l'assemblage par couture. Donc, on a utilisé une machine de broderie industrielle qui est disponible et qui appartient à IPC et qui est sur site d'Oyonnax. Donc, l'idée, c'était de mettre en œuvre des plaques composites en visant un taux volumique compris entre 35 et 40%. Donc, nous avons mis en œuvre des plaques par procédé RTM sur notre presse 300 tonnes à IPC Laval. Et donc, sur le tableau en haut à droite, vous pouvez voir donc, en détail les configurations qui ont été testées. Et dans l'illustration en bas à gauche, vous pouvez voir donc les dimensions de patch qui ont été utilisées. Donc, pour certaines configurations, on est parti sur des patchs à différentes dimensions. Pour certaines configurations, on est parti sur des patchs à isodimension. Voilà. Et donc, suite à ça, on est venu caractériser, donc mécaniquement, principalement de la traction et de la flexion, et on a ciblé les zones de jonction des patchs pour voir un peu si on perd en performance ou non. Voilà. Et donc, les résultats de caractérisation mécanique, que ce soit pour le carbone ou pour le verre, pour la traction ou pour la flexion, les résultats ont montré que, déjà, si on compare les 3 techniques d'assemblage des patchs, il n'y a pas une grande différence en termes de performance mécanique entre ces techniques d'assemblage. Par contre, la technique de couture nous permettait quand même de reconstituer une préforme mieux manipulable que les autres technos d'assemblage. Ça, c'est dans un premier lieu. Dans un second temps, donc, la principale conclusion qu'on a eue via ces essais, c'est que les configurations où nous étions à isodimension de tous les patchs, c'est-à-dire que la jonction était toujours au même endroit dans l'épaisseur, et ben, c'était les configurations qui représentaient les plus faibles performances mécaniques. Donc, on a eu une diminution énorme, drastique des propriétés mécaniques pour ces configurations-là. Voilà pour cette première partie. Ensuite, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de recycler des déchets composites post-production. Nous avons donc fait le même travail pour le carbone et pour le verre. Nous avons testé le recyclage thermique par pyrolyse. Donc, on est venu pyrolyser des plaques composites verre époxy ou carbone époxy dans un four à moufle à 450 degrés pour le carbone et 600 degrés pour le verre pendant 3 heures. Et donc, l'idée, c'était d'éliminer la matrice, ce qu'on a fait. On a récupéré par la suite les fibres pyrolysées qu'on est venu donc réintégrer dans la remise en forme de nouvelles pièces composites, dites donc de seconde génération. Et par la suite, donc, on est venu caractériser toujours mécaniquement, traction et flexion principalement, les différentes plaques. Donc, le travail pour cette partie-là a consisté à substituer donc 25, 50% et 100% des tissus vierges par des tissus pyrolysés. Et donc, pour ce qui est du carbone, les résultats ont montré que sur du composite carbone époxy, on arrive à restituer environ 85% des performances mécaniques en étant à 100% de fibres recyclées thermiquement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur les graphiques ici, donc RTC, ça veut dire recyclage thermique carbone. Là, c'est 25, ça veut dire 25% des tissus vierges ont été remplacés par des tissus pyrolysés. 50, c'est 50%, et 100, c'est 100% de tissus vierges qui ont été remplacés par des pyrolysés. Voilà.
Ensuite, on a fait le même exercice sur les plaques en verre et donc les résultats ont montré que contrairement au carbone, les fibres de verre pyrolysées ont tendance à perdre leur performance. Donc on a une chute entre dès qu'on intègre un certain pourcentage de recyclé, on a une chute des performances mécaniques en traction et en flexion. Donc, on peut expliquer ça par une perte d'encimage, c'est-à-dire que quand on vient calciner la fibre, on lui fait perdre son encimage qu'elle contient. Et donc, pour valider un peu tout ça, on a réalisé des tests ILSS, donc de cisaillement interlaminaire, pour voir un peu l'état d'adhésion entre la fibre et la matrice après recyclage. Et on a comparé donc un composite à base de fibres vierges avec un composite à base de fibres pyrolysées. Et donc, les résultats ont montré que, en fait, ça a confirmé l'idée qu'on avait perdu l'encimage lors de la pyrolyse, étant donné que nous avons eu un état d'adhésion assez faible, un niveau d'adhésion très faible par rapport à un composite à fibre vierge. Voilà pour la partie recyclage thermique. Je passe à présent au recyclage mécanique. Donc cette fois-ci, nous avons voulu tester le recyclage mécanique, pas broyage mécanique classique, mais plutôt en sous-traitant. Donc là, on a pris la société Mobiscrap qui a développé et breveté une technique de séparation de matériaux multicouches, comme le composite par exemple. Et donc l'idée de cette techno, c'était de faire subir aux matériaux des impacts à haute intensité, de façon à séparer les constituants par délamination. Et puis par la suite, donc on vient juste tamiser pour au final éliminer la poudre qui est la matrice et récupérer que les fibres. Donc cette technique nous a permis de séparer en effet la fibre de la matrice. Elle nous a permis d'obtenir des fibres à des longueurs assez, c'est des fibres courtes, ayant à peu près 10 mm de longueur. Et nous avons également constaté que dans nos broyats que nous avons reçus, il y a eu une présence de pollution, de résidus, etc. Donc, ce qu'on a fait par la suite, c'est que comme pour le recyclage thermique, on a essayé de substituer une partie des fibres, des tissus vierges par de la fibre recyclée mécaniquement, donc à savoir 25, 50% et 75%. Et donc, les résultats ont montré qu'on chutait, ça c'est pour ce qui est du carbone, parce que pour le verre, nous n'avons pas fait d'essai vu la pollution que ça contenait. Donc, on s'est focalisé sur le carbone. On a fait des essais de caractérisation mécanique, donc traction et flexion. Et les résultats ont montré qu'on perdait beaucoup en performance mécanique, ce qui est plutôt logique parce qu'on vient remplacer des tissus continus par de la fibre courte. Donc, voilà. Après, par la suite, on a voulu regarder si on a éliminé de façon totale ou partielle toute la matrice que contenait le composite. Et donc, pour ça, on est venu faire des analyses MEB. Donc, on a observé au MEB l'état des fibres et comme le montrent ces clichés, on peut voir donc que sur le verre, on a des petits amas de résine qui restent collés à la surface de la fibre, tandis que pour le carbone, on a plutôt des blocs de résine. C'est-à-dire qu'on arrive à mieux séparer le composite verre que le composite carbone. Et enfin, donc, le dernier essai que nous avons testé, c'était la reformulation de BMC à partir de ces fibres de carbone recyclées justement par la techno Mobiscrap. Donc, on a réalisé un malaxage de façon à avoir des taux de fibres de 25 et 30% avec les fibres à longueur de 10 mm. Donc, on a malaxé et puis après, on est venu mettre en œuvre des plaques sur notre presse Milton, qu'on est venu par la suite caractériser, toujours en traction et en flexion principalement. Et là, donc, les résultats ont montré qu'on chutait de façon drastique aussi dans les performances mécaniques.
Après, là aussi, j'ai envie de dire, c'est plutôt logique parce que dans le cadre d'un BMC classique, on est à peu près à 5 cm de longueur de fibre, tandis que nous, on a utilisé des fibres qui étaient à 1 cm en longueur. Donc, voilà, ça justifie un peu la perte de performance de ces composites-là à fibres de carbone recyclées. Voilà. Donc, en conclusion, on peut dire que la société Mobiscrap, sa technologie est plutôt prometteuse. Par contre, il y a encore du travail à faire, notamment pour essayer d'obtenir des fibres à des longueurs plus importantes, les plus longues possibles, hein, j'ai envie de dire. Et puis, il faudrait également qu'il y ait un réel travail sur tout ce qui est nettoyage d'équipements, pour éviter justement toutes les pollutions qu'on peut avoir dans le broyat. Voilà pour ce qui est de ce projet-là. J'ai essayé de vous présenter ça de façon très succincte. Après, je reste bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez échanger plus en détail par rapport à ce projet. Merci de votre attention. Ok, merci Lydia. Je pense que, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Normalement, on doit avoir les coordonnées donc de tous les intervenants. Non, on l'a pas. Bon, de toute façon, voilà, on va la rajouter dans la présentation. Donc voilà, donc on a pu voir, comme vous en êtes rendu compte, donc toutes les parties contextuelles, une partie des outils et des moyens que IPC a développés pour justement intégrer, on va dire, une économie circulaire dans le monde des composites. Et puis surtout, on a commencé à investiguer certaines pistes, certaines solutions qui ont été bien entendu argumentées par ces différents outils, éco-conception et surtout l'ACV. Voilà. De mon côté, moi, j'ai pas de questions de votre part. Est-ce que vous, en tant que niveau des participants, vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Yves, tu souhaitais rajouter quelque chose? L'onglet questions qui est dans le menu. Ils ne peuvent pas prendre la parole. Direct. Ah si, voilà, je l'avais dit effectivement, mais pour l'instant, dans l'onglet questions, il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Et commence. Oui. C'est bonjour. Pas le reste. Ouais. N'hésitez pas, hein, écoutez, puis de toute façon, oui. Oui, donc il y a la question, c'est les matrices utilisées pour l'étude sur la revalorisation des fibres recyclées. Oui, alors la matrice utilisée, c'était de l'époxy. C'est une résine thermodurcissable qu'on a principalement utilisée pour ces essais-là. Pour tous les essais, c'était la même matrice qu'on a utilisée. Deuxième question, c'est avez-vous pu modéliser les impacts, je pense que ces impacts liés à ces procédés de recyclage? Non, malheureusement. Ouais. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire d'analyse ACV, pas même sur notre outil C3R Impact, parce qu'on était très limité par le temps. C'était un projet qui a duré 1 an. Donc voilà. Il fallait bien commencer quelque part. Donc on s'est beaucoup focalisé sur la caractérisation mécanique. Mais effectivement, oui, ça aurait pu être intéressant. Et puis, c'est pas perdu de toute façon. C'est toujours intéressant de faire une analyse environnementale sur tous les essais qui ont été faits, oui, en effet. Après, pour compléter, c'est aujourd'hui sur les procédés qui permettraient le recyclage des composites, on s'expose aux mêmes difficultés que nous avons eues pour créer des données spécifiques aux procédés composites. C'est un projet qui a duré près de 3 ans
pour essayer d'avoir et de mettre à disposition de ces 3R Impact des données robustes pour les procédés composites et représentatives des composites en France. Sur les procédés de recyclage, voilà, c'est dans notre scope, mais il faut pour cela trouver des partenaires qui font du recyclage, de la solvolyse, de la pyrolyse et autres, qui seraient disposés à nous ouvrir leurs portes pour qu'on puisse faire les inventaires du cycle de vie et créer ainsi les données correspondantes. Donc oui, tu viens de répondre, donc c'est envisageable de le faire. Parce qu'il y avait la question suivante, c'était est-ce que c'est envisageable de le faire, notamment avec ces 3R Impact. Donc oui, mais Absolument. Il faut qu'on trouve les industriels qui nous ouvrent leurs portes pour qu'on puisse aller faire de Après, le risque, contrairement, le risque supplémentaire par rapport au procédé, c'est qu'aujourd'hui, un procédé RTM, si on veut mettre à disposition une donnée robuste, il faut que la donnée soit le résultat de la moyenne de 3 mesures dans 3 entreprises différentes. Ça permet de donner plus de représentativité à la donnée et ça permet d'anonymiser aussi le procédé auprès de l'industriel. Par contre, les procédés de recyclage composite, je pense que c'est moins monnaie courante et moins répandu et moins présent dans les entreprises qu'un procédé de RTM ou un procédé d'infusion. Donc, la tâche va être un peu plus complexe et plus longue, je pense, que la création de données procédés composites. Merci Damien. Question suivante. Est-ce que les fibres courtes issues du recyclage peuvent être utilisées dans des procédés qui ne nécessitent que des fibres de carbone courtes? Par exemple, pour des pièces de petite dimension, pour ne pas perdre le bénéfice du recyclage. C'est-à-dire, voilà, c'est plutôt se dire à vouloir faire de la plaque ou de la grande surface, et se dire est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, si je sous-entends la question, plutôt les utiliser dans les petites pièces qui sont en lien avec la taille de ce qu'on obtient après recyclage. Je pense que oui. Après, pour chaque application, il faudrait aussi voir le charge initiale de la pièce dans laquelle on veut l'utiliser. Est-ce que ça va répondre au cahier des charges ou pas? Et puis, comme je l'ai dit, nous avons réalisé des analyses MEB et ça a montré que la matrice, elle n'était pas totalement... voilà, ça aussi, il faut le savoir, c'est que la matrice, elle n'est pas totalement éliminée sur un composite carbone. Du moins, pas pour l'instant et pas avec la société Mobiscra. Et après, oui, après, je pense qu'on peut utiliser ça dans les petites dimensions. Ça éviterait l'aspect couture et assemblage des morceaux pour en refaire des grandes surfaces, comme on a fait dans la première phase d'habitude. Je reviens, il y a une question qui revient sur je pense, c'est l'impact des procédés de recyclage. Est-ce qu'il y a des données dans la littérature concernant ces procédés? Donc aujourd'hui, on n'a peut-être rien dans ces 3R, on n'a pas fait nous je pense que la question sous-entend ça, c'est est-ce qu'il y a des données dans la littérature qui pourraient permettre d'estimer? Des données environnementales? Oui, des données environnementales. C'est en lien avec les procédés de recyclage. Alors, il y en a quelques-unes, mais là, c'est pareil, ça reste des proxys et puisque liés à des solutions qui ne sont pas forcément faites sur le territoire français, donc avec des résultats qui sont dépendants du mix énergétique dans lequel a été réalisée la donnée, donc ce qui n'est pas forcément représentatif de notre marché. Ça donne une tendance, mais voilà, une tendance vraiment incomplète. D'accord. Merci. Donc, il n'y a plus de questions pour le moment. Je ne sais pas, est-ce qu'on entend une dernière avant la fin? Non. Sachez que voilà, on est disponible pour répondre à vos questions. Aussi bien Lydia que Damien sont là. Donc, il y aura leurs coordonnées dans le document. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous à ces sujets. Ouais. Et puis les rapports, les livrables des différents projets qui vous ont été exposés sont aussi... enfin, vous pouvez en faire la demande directement sur le site IPC. Donc, bien entendu, comme vous le savez, en grande majorité, ces rapports-là sont dédiés aux industriels qui sont bénéficiaires. Mais bon, si vous en faites la demande, peut-être que si vous souhaitez devenir adhérent, vous pouvez aussi y accéder. Voilà.
que vous avez d'autres questions? Non, parce qu'en fait, Non, on est... je pense qu'on est bien dans les temps. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Bon, Non. Bon, je pense qu'on bah, peut clôturer ce... on va. Ouais. Tout à fait. Yves, tu veux le clôturer? Oui, donc, merci à toutes et à tous pour votre attention, en espérant voilà, que ce webinaire vous a amené des éléments de réponse par rapport à vos questions aujourd'hui, en lien avec le contexte environnemental, hein, qui est lié à l'activité de votre entreprise. Voilà, comme je le disais, on est à votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous pour si vous avez des questions supplémentaires. Merci à tous. Merci. Merci à Lydia et Damien. Merci à vous pour votre participation.